programme du laboratoire, il y a eu aussi une réunion d'entre-deux qui nous permet un petit peu un espace qui nous permet un petit peu de revenir sur les séminaires et ce que nous pouvons recevoir comme outil de pensée dans ces moments-là et de pouvoir voir dans nos propres pratiques comment ça fait écho. Voilà, donc ça va peut-être aussi être l'occasion, peut-être dans ce moment-là, de revenir un peu dans des questions qui ont émergé, revenir un peu sur des problématiques, et puis de voir, je rappelle un petit peu, c'est qu'on est dans un espace de recherche-action, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici de recevoir un savoir à proprement dit et de le consommer à proprement dit, mais de bien se l'approprier et de voir les échos que ça fait dans nos propres pratiques. Et les réunions d'entre-deux sont bien ces moments où, comment, d'une manière ou d'une autre, on retraduit ce qu'on a cru comprendre dans sa propre pratique et à l'endroit où on est. Donc voilà, c'est un exercice qui est en soi pas évident, puisqu'on est vite enfermé justement dans des cellules, dans ce monde, et du coup, c'est un petit peu ça aussi l'originalité de ce laboratoire. C'est-à-dire qu'il va falloir être actif. Et donc, du coup, aussi, d'une manière ou d'une autre, vous allez être acteur de ce laboratoire. Et donc, d'une manière ou d'une autre, comment on arrive à retraduire les choses avec les propres outils que nous avons. Voilà, je fais un peu vite comme ça, c'est juste un petit peu une première introduction, voir aussi comment les espaces de ce laboratoire vont pouvoir s'articuler les uns avec les autres. Et puis on verra aussi par la suite la perspective puisque c'est une des questions qui a été posée dans la réunion d'entre-deux, qui était comment, d'une manière ou d'une autre, l'époque est visible dans la question des arts, la manifestation des arts. Miguel ? Bien. Bonjour. Ça marche comme ça, oui. Il faut le mettre à la après, il y a mes papiers. Mais ça va. Et, bon, donc, effectivement, il est important de revenir un tout petit peu sur les modes de travail qu'on propose, qui est un peu différent effectivement des conférences classiques ou des ce qu'on connaît comme des universités populaires, parce qu'il s'agit ici plutôt de travailler sur une problématique, de partager une problématique. Alors, la fonction du séminaire est d'exposer cette problématique d'une façon, comme je vous avais dit la dernière fois, en spirale, c'est-à-dire que j'évoque des choses, on revient, pour essayer de poser, de partager entre nous, disons, la problématique. Donc, partager une problématique, ça veut dire partager un socle commun d'éléments, des choses, des savoirs, des questionnements, etc., qui nous permettront après d'aller vers la recherche concrète. Alors, effectivement, comme on essaye ici de comprendre l'hypothèse de base qui est qu'une époque est quelque chose qui a une propre vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se manifeste chez les vivants, hein, à différents niveaux, les vivants tout court, la culture, même à niveau individuel. On dit qu'il y a quelque chose qui se manifeste chez nous qui nous appelons époque. C'est-à-dire que nous partons de l'hypothèse de que les individus, contrairement à ce que le néolibéralisme et la postmodernité, comme ça, et notre vécu direct nous habituent à croire, à percevoir, les individus ne sont pas des êtres isolés qui font ce qu'ils veulent, grosso modo, dans un libre arbitre, mais effectivement, l'hypothèse est de chercher ces socles communs, ces communautés, cette base, comme ça, ce soubassement, que notre époque cache et que, de ce fait-là, met en danger ces liens-là.
Alors, pour comprendre ça, effectivement, il faut comprendre un tout petit peu comment ça s'est fait, entre autres, par exemple, qu'aujourd'hui, pour aujourd'hui, on a ce vécu tellement fort d'impuissance, ce vécu tellement fort d'être de plus en plus informé de ce qui se passe, être de plus en plus informé des processus sociaux, économiques, écologiques, épidémiologiques, de plus en plus informé, et qu'à la fois, parallèlement, nos contemporains vivent dans une sensation comme ça d'impuissance, c'est-à-dire on ne sait pas quoi faire, ni comment faire, ni que faire, etc. Alors, l'idée de la forme de notre travail va dans ce sens-là, c'est-à-dire il y a une partie théorique dans laquelle j'expose le mieux possible les hypothèses de l'époque, qui ne sont pas mes hypothèses, sont grosso modo comme ça des éléments qui constituent notre époque et aussi ce qui permet de définir les époques, n'est-ce pas? Là-dedans, il y a eu des gens, par exemple, qui ont dit que dans la présentation générale que j'ai faite la dernière fois, parfois, il y avait des éléments qui étaient approximatifs. Et c'est effectivement le cas. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de chaque élément l'approfondir. Il s'agit de présenter un tout petit peu, de la meilleure forme possible, la problématique et après aller ensemble vers ce qui permet de le comprendre plus en profondeur. Alors, le problème pour organiser notre expérience est un problème, alors là, du coup, absolument plongé dans l'époque. Pourquoi? Parce que on est façonné, on est formaté de telle façon qu'on voit le monde comme quelque chose qui est en face de nous, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les vécus de l'individu postmoderne, de nos contemporains, est comme ça un vécu dans lequel il y a un monde, quelque chose qu'on nomme un monde, qui est une sorte de bordel menaçant, plus ou moins incompréhensible, qui est là, et comme la chanson qui dit « et moi, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ces dispositifs-là, effectivement, est le dispositif de l'impuissance. Alors, quand nous essayons de trouver une forme qui puisse commencer à dépasser, à déborder ce premier pivot de l'impuissance, cette forme-là consiste à essayer de voir ensemble, à partir de la présentation des éléments centraux comme ça de l'époque, comment on peut transposer ça, comment on peut comprendre, comment on peut visualiser de quelle façon nous sommes traversés, tissés, affectés par ces éléments qui sont là. C'est-à-dire, comment est-ce que nous pouvons, par rapport à ce dont on parlera ici, comment est-ce qu'on peut petit à petit comprendre que ce que nous sommes en train d'étudier, lire, entendre, que ceci se manifeste d'une certaine façon dans nous. C'est-à-dire, c'est comment nous pouvons établir des ponts entre ces mondes de la complexité croissante et la possibilité de renouer avec une puissance d'agir. La possibilité de renouer avec une puissance d'agir. Alors, effectivement, c'est pas évident toujours et tout de suite de transposer. Par exemple, si tout à coup on a une nouvelle, une nouvelle comme celle qui finalement est arrivée en France, mais que bon, c'est un truc qui est arrivé en Argentine depuis un an, un truc comme ça. L'autre jour, il y a eu des articles dans Le Monde, dans l'IB, sur un enfant de 6 ans qui est né garçon en Argentine, à Buenos Aires. Il est né garçon et il disait se sentir femme, se sentir fille, quoi. Et il souffrait beaucoup parce qu'il était garçon. Donc il était, l'Argentine est très 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 libérale par rapport à tout ce que soit les mœurs, des trucs comme ça. Donc il y a eu des collèges de psychologues, des médecins comme ça, qui sont
écouté les garçons, la mère du garçon, et ils ont dit effectivement ces garçons, ils souffrent beaucoup d'être un garçon, et il y a eu un changement de sexe. C'est-à-dire que là, ça y est, c'est d'ailleurs une décision de justice dans laquelle le garçon a changé de sexe, c'est une fille, et un nom, etc. Je ne sais pas s'il fera, et ça sera suivi plus tard d'une opération, une intervention chirurgicale ou pas, pour le moment ce n'est pas le cas. Bon, alors on écoute cette nouvelle-là, et on se dit, bon, voilà, dans un pays comme l'Argentine, où effectivement le mariage égalitaire existait depuis très longtemps, dans lesquels, enfin, tout ce qui soit, si vous voulez, c'est un tout petit peu aussi l'héritage de la dictature, tout ce qui soit mise des bornes, des frontières, interdit, est vécu comme immédiatement réactionnaire et fasciste. Et alors, là, dans la société civile, j'étais en Argentine quand il y a eu lieu les discussions sérieuses sur ça. Et je parlais avec des collègues, avec des pédopsychiatres, des psychologues comme ça, qui avaient été dans des réunions en tant qu'experts, et ils me disaient que c'était un peu étonnant, mais qu'ils n'avaient absolument pas osé mettre le moindre bémol, parce que mettre le moindre bémol, c'était aller contre une liberté possible, vous voyez, contre une nouvelle possibilité. Alors donc, pour la société argentine, l'effet qu'un enfant de 6 ans, parce qu'il se sent mal, puisse changer légalement de sexe, est à nouveau possible. Oui. Bon. Là-dedans, quand on écoute cette nouvelle, on peut l'écouter comme en général on l'écoute, ou qu'on peut la lire dans des journaux, et on peut dire ça m'intéresse pas, je m'en fous, c'est un scandale, c'est pas un scandale, mais on ne voit pas en quoi ça nous touche, par exemple. Je prends cet exemple-là comme une information, n'est-ce pas? Eh bien, notre travail consiste à exposer un tout petit peu ce que, d'un point de vue un peu arbitraire, seraient les axes de notre époque. L'hybridation entre les techniques et les vivants, les nouveaux possibles, la crise de la modernité. C'est-à-dire qu'on essaie d'exposer un peu les grands axes de notre époque pour arriver à quoi? Pour arriver à que tout à coup, ces nouvelles qu'on a, par rapport auxquelles on a une opinion, juste une opinion, voyez, on puisse voir en quoi ça nous affecte, nous, dans notre vie. Ouais. C'est-à-dire, je ne sais pas si l'exemple est heureux ou pas, si vous comprenez ou pas, mais on peut donner un ton d'exemples comme ça. Mais l'idée de notre mode de travail, c'est effectivement essayer de comprendre, non pas en extériorité, ce qui se passe. Bon, voilà, par exemple, l'effet de que notre société considère qu'un enfant qui ne peut pas supporter sa sexuation change de sexe, voilà, est un fait social majeur. Bon. Comment faire pour ne pas avoir une opinion extérieure, mais de se dire, essayons de comprendre ces faits-là, comment se manifestent et comment nous affectent dans notre vie. N'est-ce pas? Je ne sais pas si ce passage-là, si cet élément-là est compréhensible ou pas, tel comme je l'explique, mais c'est effectivement un pas fondamental de notre travail. C'est-à-dire que dans notre travail, il y a toute une première partie dans laquelle on cherche à, d'une part, comprendre les grands axes de notre époque, et deuxièmement, ou parallèlement, comprendre en quoi ces axes-là, immédiatement, nous affectent, et postérieurement, on peut comprendre le comment de cette affection. Et la deuxième partie du travail est une partie des recherches plus concrètes par rapport à la manifestation de ces phénomènes-là dans l'art. C'est pour ça que c'est art et époque. C'est-à-dire comment, d'un point de vue artistique, ceci, comme l'art est travaillé par ça, comme l'art travaille ça, n'est-ce pas? Mais ça, c'est une deuxième partie dans laquelle, effectivement, il y aura une expérimentation des scènes, etc. Alors, ce dont je suis en train de vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on pourrait présenter comme les liens entre, ou la différence entre la catégorie
on l'a vécu du tragique et la catégorie on l'a vécu du grave. Le tragique, tel comme je le définis là, après bon, c'est une question de mots, hein. Le tragique, ça serait ces sentiments, ces vécus à travers lesquels une communauté se sent affectée, non pas par concomitance, c'est-à-dire non pas parce que ça arrive à celui qui est à côté ou parce que ça m'arrive à moi, mais se sent affectée à niveau des formes qui organisent la société, se sent affectée par ce qui arrive. Vous comprenez, quand je dis forme ici, ce que je veux dire, c'est soit on a un vécu des individus, et je ne suis touché que par ce qui me touche moi personnellement, soit je participe à des formes structurantes et je suis touché par ce qui touche ces formes-là auxquelles j'appartiens. C'est compréhensible ça? Mettons par exemple, je vais vous donner des exemples historiques, un peu, ça vaut ce que ça vaut. Un exemple énorme. Après la Deuxième Guerre mondiale en Europe, en Asie, les gens se sont sentis, même s'ils n'avaient pas été directement touchés, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été ni déportés, ni peut-être n'avaient pas souffert dans leur propre chair, n'est-ce pas? Chose qui était quand même le cas de la plupart des habitants de l'Europe, n'est-ce pas? C'est-à-dire malgré les 20 millions de morts, malgré les désastres, la plupart des gens n'étaient pas affectés, eux, directement, n'est-ce pas? Bon. Ou étaient affectés par la pénurie, mais bon, voilà. Et or, après la Deuxième Guerre mondiale, on a vu des gens se dire, mais est-ce qu'on peut continuer, par exemple, à écrire, à peindre, à aimer? Est-ce qu'on peut continuer la vie malgré cette rupture comme ça? Non? Il y avait une rupture. Et les gens se sentaient, encore ça reste un tout petit peu, mais comme une onde de choc, comme ça un peu lointaine, se sentaient directement touchés par une histoire qui n'était pas leur histoire personnelle, était une histoire qui les incluait. Ils étaient inclus dans cette histoire-là. Vous voyez? C'est-à-dire de dire, si, je pense que c'est compréhensible, c'est-à-dire être affecté. Hein, c'est-à-dire être affecté dans le sens auquel, si tout à coup votre banquier vous appelle et vous dit, vous avez un découvert énorme, on va vous faire un interdit bancaire, alors là, bon, on dit, ça me touche. Eh bien, l'effet que quelqu'un puisse être touché par quelque chose qui arrive à une forme constituante à laquelle il appartient, c'est ce qu'on appelle la dimension tragique de la vie. La dimension tragique de la vie, c'est la dimension qui nous lie entre nous et à l'univers. Hein, c'est-à-dire une sorte de lien qui est là. Bon. Alors prenons un autre exemple de Holocauste, justement pour comparer. Après les génocides des nazis contre les juifs et les gitans, il y a eu au moins 2 génocides. Un, c'est celui du Cambodge, et l'autre, c'était celui du Rwanda. Eh bien, vous n'allez trouver personne qui vous dise, après le Cambodge ou après le Rwanda, est-ce qu'on peut faire de la philosophie, de la poésie? Est-ce qu'on peut aimer? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a dans l'histoire de la rupture de liens, de la rupture, les étiolements des liens tragiques, n'est-ce pas, fait que les individus vont de moins en moins avoir une surface d'affectation, et cette surface d'affectation, comme une sorte de peau de chagrin, va devenir de plus en plus petite. Vous voyez, c'est-à-dire que si quelqu'un venait voir, il y a encore 25 ans, 30 ans, hein, un psychanalyste, un psychiatre venait me voir, moi, en consultation, me disait oui, parce que quand même, l'histoire de la Shoah, c'est quelque chose, etc. Moi, je comprenais que cette personne-là, en étant quelqu'un d'un Européen, etc., était affectée, marquée au fer rouge par ça.
Si aujourd'hui, un Français blanc qui ne connaît pas l'Afrique ou qui est allé au club méditerranéen en Tunisie, par exemple, il vient et vous dit « Je ne peux pas dormir, docteur, à cause du Rwanda », et bien la première chose qu'il va faire n'importe quel psy, c'est se méfier et dire « Mais qu'est-ce qu'il veut me dire ?» Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on va dire « Mais qu'est-ce qu'il veut me dire ?» Parce que la rupture du lien tragique, organique, non, est arrivée à tel point que ceci, on peut les pousser très loin, hein, c'est-à-dire on peut les pousser très loin. Hein, quelqu'un qui vient vous dire « Je suis très touché par les désastres écologiques et je ne sais pas quoi », tu es touché, mais comment touché? N'est-ce pas? C'est-à-dire, quoi, tu as une usine à côté, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de pour c'est-à-dire que les liens tragiques en se étiolant, en se dissolvant, installent nos contemporains dans une toute autre dimension qui est la dimension de la gravité. Vous voyez? C'est-à-dire, ce qui est grave, ça n'a aucun rapport avec, structurel avec ce qu'on nomme comme tragique. C'est-à-dire, grave, c'est quoi? Grave, c'est de dire, bon, on voit un accident dans la rue, on voit que ce qui se passe, c'est grave, mais que quelque chose soit grave, qu'on doive même s'en occuper, n'arrive pas à recréer ces ponts, ces liens dans lesquels je suis affecté par cet événement quelconque. Oui. Bon, je ne sais pas si c'est un tout petit peu compréhensible, voilà, la question des dimensions des graves et des tragiques. Ce dont nous essayons de parler ici, effectivement, c'est ce que nous essayons de comprendre, c'est un tout petit peu comment, à travers un siècle auquel s'est déployée la crise de l'Occident, comment est-ce que ce siècle-là, petit à petit, a façonné une forme de vie tout à fait sérialisée, tout à fait séparée, dans laquelle justement cette dimension du tragique, cette dimension organique, cette dimension qui nous lie à l'histoire, à l'autre, au passé, à l'avenir, n'est-ce pas? Comment cette histoire du siècle a fait que ces liens-là, cette surface d'affectation-là, ne soit plus accessible activement, c'est-à-dire que par rapport à ça, on ne se sent pas ni acteur, ni convoqué, on se sent que victime, hein, on les subit comme victime, n'est-ce pas? Comment ça se fait que, donc, il y a eu une détérioration de cette forme-là liante, au point dans lequel ce qui arrive, nous ne le vivons que comme des choses plus ou moins graves qui m'arrivent à moi ou quelqu'un qui est à côté de moi, quelqu'un que j'aime, n'est-ce pas? Et qui nous empêche donc d'agir. Alors, par rapport à ça, effectivement, les modes de travail, pour revenir encore par rapport au mode de travail, effectivement, les modes de travail, ce n'est absolument pas, vous imaginez, par rapport à une question comme celle que je viens d'évoquer, ce n'est absolument pas de dire, voilà, ce que je vais raconter ici a comme vocation d'épuiser la question. Pas du tout. Vous voyez, pas du tout. Dans l'exemple concret de ce que je viens d'expliquer, l'idée c'est de se dire, dans les réunions intermédiaires, mais même dans les séminaires, etc., l'idée est de se dire, par exemple, ces points-là de la rupture du tragique et l'émergence d'une société de gestion dans laquelle tout ce qu'il y a c'est plus ou moins grave, n'est-ce pas? Bien, comment ça m'affecte? Comment je suis affecté par ça? En quoi je reconnais dans ma vie concrète cette dissolution, cette rupture du lien? Vous voyez? Alors, pareil pour tous les autres sujets qu'on aborde ici. Par exemple, quand je vous dis la question du petit garçon là qui a changé de sexe à Buenos Aires, on peut dire, bon, mais en quoi ça m'affecte? Eh bien, c'est-à-dire, par exemple, on peut dire qu'il y a là un symptôme historique majeur, parce que ça montre comment notre société est en train de vivre dans une sorte de promesse
de que tout est possible, de qu'aucune limite, aucune régulation, aucune négativité doit intervenir, que tout est possible. Oui. C'est-à-dire, cette idée de que tout est possible et qu'il ne doit pas avoir des limites au possible dans un moment historique dans lequel les possibles techniques sont énormes, effectivement. Cette idée, cette idéologie, cette vision du monde postmoderne dans laquelle tout doit être possible et n'importe qui s'oppose à un possible est un réactionnaire, fasciste, etc. Eh bien, cette idée-là, par exemple, nous regarde immédiatement parce qu'effectivement, notre mode de rapport au monde, jusqu'aujourd'hui, malgré les changements, est un rapport au monde structuré par des limites existentielles très concrètes, vous voyez. C'est-à-dire, si quelqu'un vient vous voir en tant que psy et vous dit « je ne peux pas supporter l'idée d'être mortel, de vieillir et que je vais mourir », ben, c'est absolument pas pareil, vous voyez. Si ceci se passe dans une société dans laquelle les bornes, c'est ce qui rend les possibles réels, vous voyez, c'est-à-dire c'est les non-possibles qui rendent des possibles réels, c'est pas pareil donc de vivre dans une société qui considère que voilà, effectivement, notre rapport avec les limites, avec la mort, avec la sexuation, c'est-à-dire avec ces grands limites structurantes, sont fondateurs de la vie, de la culture, etc. C'est pas pareil de vivre dans ces sociétés-là que de vivre dans ces sociétés comme celles qui commencent à venir, dans lesquelles, effectivement, par rapport à la sexuation, on considère qu'il n'y a aucune raison de supporter ça. Vous savez qu'en Allemagne, comme en Suède, en Allemagne ça fait quelques semaines, hein, mais en Suède ça fait longtemps, qu'il existe, par exemple, légalement, la possibilité de s'inscrire comme troisième sexe, le sexe X, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est lié en général à des enfants qui sont des malformations, mais bon, que jusque maintenant, on disait bon, c'est un garçon ou une fille avec un problème de formation génitale, vous voyez. Là, non, là, on a décidé qu'il y a un troisième sexe. Alors, je ne dis ni que ce soit ni bien ni mal, je dis simplement que dans notre société, passer de regarder ces possibles-là, soit avec admiration, vous voyez, on est tous admiratifs des nouveaux possibles du portable, de l'internet, les nouveaux possibles de la médecine génétique, les nouveaux, bon, soit les regarder avec admiration, soit les regarder avec effroi. Notre mode de travail, notre invitation, c'est de dire comment est-ce que nous pouvons développer un lieu qu'on appelle laboratoire, à juste titre pour ça, dans lequel on expose de façon plus ou moins profonde, plus ou moins approximative, mais on expose les grands axes de notre société. Et par rapport à ça, ceux parmi vous qui ont le désir, hein, interviennent dans les réunions intermédiaires ou dans les séminaires en étoffant ceci, en disant bon, effectivement, voilà, je suis instit, je suis éduc, je suis ouvrier, je suis chômeur, c'est dont on a parlé dans les séminaires, je les expérimente comme ça. La possibilité de dire comment j'expérimente le monde, n'est-ce pas? Et ensemble, essayer de commencer par réduire cette distance entre les individus réalisés et le monde. Alors, par rapport à ça, bon, effectivement, il y avait, avant de passer au point d'aujourd'hui, l'idée c'est un tout petit peu de présenter, pour pouvoir parler de la crise de l'Occident, pour pouvoir définir de quoi on parle quand on parle de la crise d'Occident, l'idée c'était d'aujourd'hui présenter, en suivant les travaux de Philippe Descola, l'anthropologue, de présenter un tout petit peu les autres modes d'organisation culturelle, humaine, sociale que l'humanité a connu et connaît, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit,
pour pouvoir comprendre la profondeur de notre crise, pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit, vous voyez, parce que parfois on dit des mots comme la crise. Tout le monde sait de quoi on parle, c'est-à-dire la crise économique, la crise du boulot, la crise écologique. Mais pour dire vraiment de quoi on parle quand on dit c'est une crise majeure anthropologique, hein, eh bien, on a dit que comme méthode, ça serait pas mal de montrer comment l'humanité avec les autres espèces s'était articulée de formes différentes que la modernité, présenter aussi dans la modernité, pour comprendre ce qu'aujourd'hui est en crise. C'est-à-dire que comprendre ce que dans notre mode de vie, quoi, dans notre mode d'organisation anthropologiquement parlant, est en crise. Alors, avant de passer à ça, Céline va évoquer un tout petit peu la réunion intermédiaire. Je voulais dire que la dernière fois, il y a eu peu d'interventions, par exemple, il y en a une d'un monsieur que quand j'ai expliqué un point qu'aujourd'hui on va développer très important, c'est pour ça que je pense à ça, ce qu'on va essayer de montrer aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que je disais que la crise que nous vivons n'est pas une crise de la représentation du monde, n'est pas une crise de la cartographie, mais qu'est une crise matérielle du territoire. C'est-à-dire que ce qui est en train de changer, ce n'est pas un changement, quand on dit un changement de paradigme, on pourrait penser que l'homme a toujours été le même, qu'il reste le même à travers toutes les étapes, et que cet homme-là, qui est le même, vit dans des paradigmes différents, vit dans des croyances différentes. Vous voyez, c'est-à-dire, pour le dire de façon un peu rapide, grossière, c'est comme dire Pierre, je vous donnais l'exemple la dernière fois de Pierre Feu, c'est-à-dire l'exemple de cette bande dessinée dans laquelle l'homme était pareil depuis la préhistoire. Mais bon, si on dit, par exemple, voilà, Pierre vit dans le Moyen-Âge, alors il vit dans une certaine cosmovision, etc. Mais après, il vit dans la Renaissance, il y a une autre cosmovision, mais Pierre, la terre dans laquelle il vit, l'atmosphère, les animaux sont les mêmes. Vous voyez, c'est-à-dire que la croyance générale qui existe, c'est que les changements majeurs d'époque sont des changements de distribution de ce qui existe. Vous voyez, c'est-à-dire que la croyance un peu naïve, c'est ça, c'est-à-dire qu'on prend les mêmes, on les organise autrement. Vous voyez, alors tout à coup, il y a un bonhomme qui croit en Dieu, etc., etc. Ce même bonhomme sort de l'église, il ne croit plus en Dieu, mais les chiens, c'est les chiens, l'arbre, c'est l'arbre. L'hypothèse lourde en anthropologie est qu'aujourd'hui converge avec ce que les travaux en biologie depuis ces 40 dernières années nous ont permis de comprendre. L'hypothèse lourde, c'est que non. L'hypothèse lourde, c'est que les changements majeurs que nous pouvons identifier comme culturels par les récits correspondent à des changements dans la matérialité de l'homme et du monde. Alors quand je dis ça, il y a eu quelqu'un qui est intervenu, parce que je disais par exemple, c'est exactement ce qu'on va développer aujourd'hui, hein. Je disais par exemple qu'un Indien qui habite dans la forêt amazonienne, avec un contact minimal avec le monde occidental, ou un contact juste de subir l'agression, hein, parce que des forêts, ou parce qu'on te tue, qu'un Indien brésilien, pas seulement il vit dans une croyance différente, vous voyez, c'est pas qu'il a un récit différent ou une vision différente du monde, mais qu'il est structuré physiologiquement, anatomiquement, de façon différente qu'un habitant de New York. Bon. Donc voilà pourquoi je dis que, par exemple, pour dire cartographie et territoire, on dit un habitant, un Esquimau, aujourd'hui les Esquimaux ne vivent plus comme il y a 40 ans, mais mettons il y a 40-50 ans, un Esquimau qui vivait plus ou moins dans un milieu traditionnel, eh bien,
ne fonctionne pas, n'a pas la même constitution, ni lui ni son environnement, à niveau de territoire. C'est ça que j'entends par territoire, la matérialité. Et la différence entre un Esquimau et un habitant de New York, donc, ce n'est pas une différence de cartographie. C'est compréhensible ce que je veux dire par cartographie et territoire. C'est-à-dire, cartographie, ça serait de dire les hommes sont les mêmes partout, qui est l'idéologie un peu postmoderne, néolibérale. Hein. Les hommes sont les mêmes partout. Et ce qui change, c'est les récits dans lesquels ils vivent, etc. Et la position matérialiste que je vous propose, hein, c'est une position dans laquelle on dit non. Dans des structurations d'écosystèmes, de cultures, des rapports au monde tout à fait différents, des coévolutions avec les environnements différents, ce qui change est la matérialité même de la chose. Alors, quand j'étais en train d'expliquer ça, et au fait, je donnais un exemple tout bête de ce qu'on appelle la neurophysiologie, la plasticité cérébrale, vous voyez. Et, bon, la personne qui est intervenue, je ne sais pas si elle est là ou pas, la personne qui est intervenue a eu peur de que ceci soit un tout petit peu une considération raciste, vous voyez, de dire, mais l'Indien de l'Amazonie, il est différent de l'habitant de New York. Et alors, donc, je voulais juste dire deux mots parce que c'est en rapport à ce qu'on va développer aujourd'hui. Quand on nomme cette différence-là, l'exemple que j'ai donné de neurophysiologie, c'est de dire, vous imaginez que ce qu'on a compris petit à petit ces dernières 40 années en neurophysiologie, n'est-ce pas? C'est que, au fait, un cerveau, contrairement à ce qu'on croyait en médecine occidentale depuis très très longtemps, continue à développer toute sa vie de nouvelles connexions, de nouveaux réseaux, des neurones se développent, migrent, n'est-ce pas? Donc, on a découvert quelque chose il y a 20 ans, qu'on appelle la plasticité cérébrale, qui consiste à comprendre que ce n'est pas vrai qu'il y avait une donne cérébrale d'une fois par toutes. Alors, l'exemple que j'ai donné, et que c'est très important par rapport à ce qui va suivre aujourd'hui, c'est l'exemple de la lecture et de l'écriture qui développe Stanislas Dehaene, non? Le biologiste. Et c'est tout bêtement l'idée de ce qu'on appelle le recyclage neuronal. Ça veut dire quoi le recyclage neuronal? Ça veut dire qu'un cerveau a, grosso modo, malgré les grands changements que j'évoquais, a des réseaux, des connexions et des zones qu'on peut cartographier de façon pareille. Simplement, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, quand dans une culture va émerger, va apparaître, va être découverte, je ne sais pas comment on doit dire pour ça, l'écriture et la lecture, une zone du cerveau qui s'occupait jusque-là de repérer certains éléments dans l'environnement pour la chasse, par exemple, cette zone du cerveau va être recyclée pour s'occuper de la lecture. Vous voyez? C'est-à-dire que ce qui va... Alors, ça ne va pas être recyclé en restant pareil, hein, ça recycle en développant de nouvelles connexions, de nouveaux réseaux, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, effectivement, la blague que j'avais faite, c'est la blague comme ça qu'on fait en biologie, c'est-à-dire, si l'homme était toujours égal à lui-même, on imagine donc que la région du cerveau qui s'occupe de la lecture était toujours là, en train de s'emmerder. Vous voyez? Parce que c'était une culture, une société sans lecture et écriture. Donc il y avait une région là, dans le cerveau, qui était faite par Dieu, je ne sais rien, pour lire et écrire. Et tant que la société ne découvre pas... Bon. Alors aujourd'hui, on peut faire la blague parce qu'en biologie, effectivement, on se dit, mais non, quelle stupidité, on a cru ça, et on ne s'est jamais posé la question, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette zone du cerveau, ces connexions cérébrales qui s'occupent de l'écriture? Eh bien, c'est ce qu'aujourd'hui nous appelons le recyclage neuronal. Ce recyclage veut dire donc que les cerveaux, les systèmes nerveux centraux, mais aussi l'ensemble du corps, par rapport au changement d'environnement, aussi produit des changements qui sont soumis, grosso modo, aux lois de la sélection et l'évolution
des espèces. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ces recyclages-là n'a rien, c'est pas une émergence, un nouveau fonctionnement. Quand je dis ça, effectivement, l'idée qui peut apparaître, c'est de dire, mais merde, c'est raciste de dire qu'il y a une différence entre un Indien de l'Amazonie et un New-Yorkais. C'est ni raciste ni pas raciste, vous comprenez? C'est-à-dire, si un raciste écoute ça, il a envie de faire avec ça sa sauce, va dire, vous voyez bien, il y a une différence. Si quelqu'un qui est antiraciste écoute ça, va dire, vous voyez bien quand même que, c'est la phrase de Marx, dans la production sociale de son existence, l'homme s'est produit lui-même. Donc, il n'y a pas de différence de base infranchissable. Vous voyez? Bon. Mais ça sont les conséquences idéologiques qu'on peut tirer d'un côté ou de l'autre. Nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est de dire, bon, mais effectivement, c'est que l'hypothèse lourde que nous allons essayer d'étudier, c'est de dire, les changements que notre culture est en train de vivre sont des changements à ce niveau-là. Sont des changements qui sont en train de recycler des zones du cerveau, qui sont en train de changer les fonctionnements physiologiques, qui sont en train de changer les modes des rapports avec l'environnement, des productions des corps, vous voyez, qui est en train de changer les corps. Hein, les corps et l'environnement. Et bon, par rapport à ça, donc avant de passer au développement anthropologique que je vais vous annoncer, on va voir un tout petit peu les points de la réunion. Oui, donc en fait, je vais revenir très rapidement sur la réunion de l'entre-deux que nous avons vécue. Eh bien, tu as déjà abordé pas mal des points et des questionnements qui ont été repérés. Donc, notamment de revenir sur les notions de socle commun, d'époque, de global, et ce que signifient ces termes dans leur contexte, et selon leur contexte, et le terme aussi d'autorégulation. Ensuite, il y a aussi un questionnement, mais tu l'as abordé, sur la présence de l'art dans les séminaires par rapport à la philosophie. Donc c'est ce qu'on va commencer à aborder aujourd'hui. Et puis après, sur les différentes hypothèses et le sentiment d'impuissance, on a notamment parlé beaucoup des robots et notamment de l'assujettissement aux nouvelles technologies, jusqu'à... alors pour certains c'est un progrès et pour d'autres c'est une crainte. Donc voilà, et on a abordé notamment un spectacle, l'Android, qui a lieu pour ceux que ça intéresse à Clichy le 14 novembre prochain, et d'une exposition qui s'appelle Mécanumanimal d'Enki Bilal au CNAM à Paris jusqu'au 5 janvier 2014, qui traite notamment du croisement de l'animal, de la mécanique robotique et de l'humain. Donc voilà en gros les choses qui ont été abordées à la dernière réunion. Bien. Ce qu'on va voir par rapport à les formes d'organisation anthropologique dans lesquelles l'espèce humaine s'est trouvée, effectivement, regarde ce que j'étais en train d'expliquer tout de suite, qui est le principe de coévolution, qui est un principe effectivement profondément anti-idéaliste, très matérialiste, parce que nous partons de présupposer que l'espèce humaine, elle se développe en coévolution avec l'environnement et les autres espèces, et on considère que, effectivement, je le dis pour ne choquer personne, mais bon, en tous les cas, c'est les hypothèses à partir de laquelle on part, hein, on ne considère pas que l'espèce humaine ait une particularité de création différente, vous voyez, et qu'elle ne coévolutionne pas avec les autres. Alors, par coévolution, ce que nous entendons, ce sont les mécanismes de délégation des fonctions qui s'opèrent en permanence entre les êtres vivants, hein, et l'environnement. Ça veut dire quoi? L'exemple comme ça, un exemple drôle, intéressant, il y a un bouquin qui vient de sortir il n'y a pas longtemps là-dessus, c'est par exemple la coévolution qu'il y a eu entre les chiens et l'homme. Non? Vous avez entendu parler de ce bouquin? Non. C'est une étude d'un biologiste qui montre comment, à un moment donné dans l'évolution des espèces, l'ancêtre du chien et du loup, qui était une sorte de canin, etc.,
Je ne sais pas comment ça s'appelle. Une partie de ces ancêtres du loup, mais qui ressemblait plus à un loup qu'un chien, effectivement, développe la capacité, développe un comportement qui est un comportement non agressif envers les petits groupes d'humains qui circulaient à cette époque-là. Alors, l'avantage des groupes qui développent des comportements non agressifs envers l'humain est que les humains, depuis toujours, produisent beaucoup de détritus, de déchets. Donc, ces animaux-là, qui vont par l'évolution devenir des chiens, mais que ce n'étaient pas encore des chiens, ces animaux-là, ayant la capacité de développer des comportements non agressifs envers l'homme, vont bénéficier de ces détritus-là. À partir de ce moment-là, il commence un mécanisme de coévolution entre les pré-chiens, donc l'ancêtre des chiens, et l'homme, qui consiste à une délégation de fonctions entre les chiens et l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit à petit, les humains qui avaient adopté ces chiens-là déléguaient dans les chiens des fonctions, par exemple, d'alerte, des fonctions olfatives, des fonctions, série de fonctions qui jusque-là occupaient des régions du cerveau et occupaient donc l'activité physiologique, neurophysiologique de ces hommes-là. Petit à petit, ces fonctions-là vont être déléguées vers les chiens. Et les chiens s'occupant de ça, effectivement, ces humains-là ont pu, entre autres, libérer des fonctionnements anatomiques et neurophysiologiques, parmi lesquels ceux qui permettent la parole, le développement de la parole et certains types de positions. N'est-ce pas? Alors, si ça vous intéresse, je peux vous donner la référence parce que c'est très intéressant. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est qu'à partir d'un certain moment, dans l'évolution des espèces, dans lesquelles effectivement toute vision darwiniste sociale, le plus fort gagne, des bêtises comme ça n'ont rien à voir avec Darwin, peut-être avec Galton ou avec d'autres interprètes idéologiques de la chose, mais pas avec Darwin. À partir d'un certain moment, dans cette coévolution chien-homme, va émerger un truc commun dans lequel, quand je vois un chien, je suis en train de voir l'homme. Vous comprenez? C'est-à-dire que les chiens d'aujourd'hui n'auraient pas pu être les chiens d'aujourd'hui sans cette hybridation avec l'homme. Mais plus encore, l'homme d'aujourd'hui n'aurait pas pu être l'homme d'aujourd'hui sans ce moment d'hybridation. Alors pourquoi ça nous intéresse ça? Ça nous intéresse parce que c'est une étude assez fine, c'est une étude, sont rares les études très fines et très poussées des coévolutions qui mettent en avant la question de la délégation des fonctions. Mais pourquoi ça nous intéresse? Ça nous intéresse parce que vous comprenez que c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la technologie, c'est-à-dire qu'il existe une coévolution et une hybridation technico-vivante dans lesquelles il est impossible, à partir d'un certain moment déjà révolu, c'est pas demain ni après-demain, il est impossible, à partir d'un certain moment déjà révolu, faire la séparation entre ce qui serait l'humain et la technique. Voyez? C'est-à-dire que la vision un peu comme ça, naïf, des films de science-fiction dans lesquels, vous savez, les machines veulent dominer l'homme et elles dominent l'homme, et bon, après, à partir d'un moment donné, un homme et une femme, un peu qui rappelle Adam et Ève, toujours à moitié à poil, arrivent à vaincre la machine. Vous voyez? Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, pour aujourd'hui, nous ne pouvons pas adhérer à ce type de vision parce qu'il n'y a pas d'homme, comme je disais dans les cas de la coévolution chien-homme, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si je vois une machine, je vois l'homme, et si je vois l'homme, je vois aussi une machine. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a dans la
coévolution, une hybridation dans laquelle ce n'est pas possible de dire voilà l'homme, voilà la machine, comme dans la science-fiction. Pour vous donner un exemple de ça, c'est un exemple juste un exemple un peu drôle si vous voulez, mais qui illustre ça. C'est un vieux film qui s'appelait La rivière sur les ponts sur la rivière Kwai. Vous avez entendu parler peut-être de ce film-là. Bon, il se passe quelque chose justement qui milite contre cette idée de que la liberté de l'homme pur, qui est un homme pur, qui est écrasé par des contraintes, n'est-ce pas, techniques ou autres, et qu'on pourrait libérer de ces contraintes-là un homme pur. Eh bien, dans ce film-là, justement, il s'agit de ça. Il se passe un film, ça raconte une scène pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les fronts des Anglais avec les Japonais. Et il y a un groupe d'Anglais qui sont faits prisonniers par des Japonais. Et à un moment donné, les Japonais disent au colonel qui dirige les prisonniers anglais, ils disent: vous devrez construire un pont sur cette rivière pour qu'il passe les trains qui conduisent des troupes et des matériels au front. Et alors, les colonels anglais disent non, ça c'est la collaboration, je ne vais pas les faire, personne ne va les faire, etc. Bon, bref. Au bout d'un moment, les Japonais font pression et les colonels disent oui, on va se mettre à faire le pont. Alors ils construisent les ponts. Quand le pont est construit et que les troupes doivent passer, les matériels doivent passer, arrivent deux mecs de service secret infiltrés derrière les troupes japonaises, arrivent au camp des prisonniers et ils disent au colonel: tel jour ont commencé à passer les troupes japonaises, donc voilà, on a apporté tout ce qu'il faut pour dynamiter les ponts. Quand les trains vont passer avec les troupes, on dynamite les ponts et voilà. Et pour la plus grande surprise des mecs de service d'intelligence, les colonels ne disent pas du tout. Pas du tout, c'est mon pont. Et alors, si c'est ton pont, tu as fait le pont, mais toi tu es anglais, les japonais, la guerre. Et l'anglais, il ne veut pas. L'anglais, il ne veut pas. Bien. Ce dont parlent ces films-là, parmi d'autres choses, c'est justement de cette évolution dans laquelle, quand quelqu'un construit un pont, eh bien, il devient pont. C'est-à-dire que quand les mecs du service secret viennent rencontrer des colonels, le mec n'est plus que le colonel. Il est le colonel pont. Et il n'est plus d'accord du tout de casser son pont, parce qu'il l'a fait le mieux possible, il l'a fait avec beaucoup d'attention, de façon responsable. Bon. Alors, si je vous raconte cet exemple-là, c'est pour donner des exemples à différents niveaux de ce que nous appelons et nous étudions comme la coévolution en termes de hybridation, n'est-ce pas? Alors, l'exemple du film, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est juste un peu drôle parce qu'effectivement, ça parlait de ça, non? Et qui est l'effet de dire, mais il n'existe pas un homme abstrait, hein, c'est la critique que Marx fait à Hegel dans la philosophie des droits d'Hegel, hein. L'homme de l'humanisme de Marx, c'est un homme vide, mais qui n'existe pas. C'est un homme au-delà de toute contrainte, soumis à des contraintes, mais que si on libère des contraintes, il agirait d'après sa nature, etc. Eh bien, ce qu'il dit tout bêtement, ce film-là, hein, ce qu'il raconte ce film-là, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment de travailler dans les ponts, eh bien, les colonels n'est plus le colonel tout seul, c'est le colonel pont. Bon. Et ça, effectivement, milite contre le narcissisme individualiste occidental, n'est-ce pas? Parce que nous passons notre temps en train de dire, par exemple, les contraintes, on dit, il y a les contraintes et l'homme, n'est-ce pas? D'un point de vue clinique, on croule là-dessus. N'est-ce pas? Quelqu'un vient vous voir parce qu'il y a un problème d'alcoolisme, de toxicomanie, etc. Et alors, le point de vue clinique classique, là où j'étais formé moi quand j'ai fait mes études de médecine et de psy,
Je considère qu'il y a un homme là, que je n'ai pas accès à lui, parce qu'il est recouvert par des contraintes qui l'étouffent. Vous voyez? C'est-à-dire que quand Pierre vient me voir et me dit je suis alcoolique, je considère que l'alcoolisme est quelque chose qu'il arrive à Pierre, mais que Pierre est là. Le principe de coévolution, là, en parlant à un niveau déjà individuel, n'est-ce pas, de dire, eh bien, Pierre fonctionne avec cette molécule-là. Et il y a une rencontre heureuse ou malheureuse, mais il n'y a pas un Pierre que je dois libérer des contraintes. Alors vous comprenez que si j'insiste là-dessus, c'est d'abord pour passer à voir les formes anthropologiques, non pas de la façon naïve occidentale dans laquelle on croit que des hommes tous égaux, comme dirait Marx, égaux dans leur vacuité, dans leur inexistence, n'est-ce pas? Des hommes tous égaux vivaient dans des cultures différentes, mais comment matériellement, c'est là où je disais les territoires, matériellement, ce qu'on appelle des ontologies différentes, ontologies dans le sens de l'être, vous voyez. De ce là il va appeler ces formes d'organisation humaine et sociale, il va l'appeler des ontologies. Pourquoi ontologie? Parce qu'il dit il s'agit là d'être différents. Alors bon, n'ayez pas peur, de ce là ne justifie pas ni le racisme, ni rien du tout. C'est un principe matérialiste, je vous dis, c'est un principe que Marx, d'une façon moins scientifique déjà. Donc, regardez ça sans vous inquiéter sur si c'est politiquement correct ou pas, parce qu'effectivement, ça ne vise pas ça, vous voyez, ça ne vise pas ça. Ça vise juste à essayer de comprendre ce type de coévolution, hybridation, qui donne des différences matérielles, que seulement avec une volonté réactionnaire, on peut hiérarchiser. Alors on va commencer par... donc Descola, il dit, il existe... on peut commencer par ça, c'est très bien. Descola, il identifie 4 modes de relations, de rapports entre... je vais écouter pour voir qu'est-ce que... Tu changes toutes les images, Non, je vois que sont ordonnées. Oui, c'est génial. Et Descola va dire, au fait, l'espèce humaine, la nature, l'espèce humaine, a connu et connaît 4 formes différentes d'organisation, de structuration. 4 formes différentes. Ces 4 formes, je les nomme là, maintenant, on va voir après. Il va dire, ces 4 formes sont l'animisme, le totémisme, l'analogisme et le naturalisme. Il y a 4 formes. Ces 4 formes-là sont quoi? Ces 4 formes-là correspondent, il faut bien comprendre d'un point de vue plus de base, correspondent à cet effort qui est propre à la vie, qui est l'effort pour construire de l'homogène à partir de l'hétérogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie elle-même, à tous les niveaux, de l'amibe jusqu'à l'humain avec le cerveau et la culture humaine, la vie a un trait en commun, il y a plusieurs traits en commun, mais il y a un trait en commun fondamental, qui est l'effort du vivant pour, à partir de l'hétérogène de l'existant, construire de l'homogène cohérent pour l'espèce. C'est-à-dire, à niveau d'une amibe, ça donne pouvoir distinguer des milieux défavorables pour s'éloigner, vous voyez. À niveau humain, ça signifie, par exemple, essayer d'ordonner ce qui apparaît comme une continuité hétérogène, l'ordonner dans des unités homogènes.
C'est compréhensible ça Oui? Non. Alors je vais vous donner un exemple. Pour les mammifères supérieurs en général et pour l'homme en particulier, l'évécu du temps apparaît comme une sorte de continuité, qui est difficile à distinguer, n'est-ce pas? C'est difficile à dire quelles sont les unités que dans ces continuums-là, les unités qui font coupure. C'est-à-dire, il faut imaginer une sorte de continuité, n'est-ce pas? Une continuité, à partir de laquelle nous pouvons trouver des saillances. C'est-à-dire, imaginez-vous quand vous arrivez dans un pays étranger, d'abord, tout vous paraît une sorte de bordel, plus ou moins comme ça, difficile à distinguer ce qui est pour vous dangereux, ce qui pour vous est plaisant, vous voyez, c'est-à-dire avec qui vous pouvez parler, qui vous ne pouvez pas parler. Bon. La vie est un effort en permanence pour essayer de trouver les saillances qui permettent à l'être vivant ou à une culture, à une société, de se repérer dans ces continuums-là. Alors, je vous donne un exemple bête, mais c'est comme ça. Il s'avère qu'il y a une blague. En épistémologie, les blagues sont très importantes parce que les blagues, souvent, ne sont pas très rigolotes, mais parlent des paradoxes. C'est pour ça que les blagues, c'est important. Et la blague dit, tout bêtement, qu'il y a deux petits poissons rouges, qui sont des poissons rouges tout à fait normaux, comme des poissons rouges, qui sont dans un bocal, qui sont nés dans le bocal, et vivent dans le bocal, et tout à coup, un des deux poissons rouges tout à fait normal parle et dit à l'autre: tiens, c'est drôle, j'arrive pas à me faire l'idée que nous sommes vendredi. Alors, effectivement, vous voyez, c'est-à-dire c'est une bombe, parce que on dit, ben non, pourquoi est-ce que ça serait vendredi? Qu'est-ce qui permettrait aux petits poissons rouges, vous comprenez, de discrétiser dans ces continuums du temps? Pourquoi est-ce qu'il dit, j'arrive pas à me faire l'idée que nous sommes vendredi? Alors, pour nous, en tant qu'humains, il y a un vendredi, il y a un jeudi, etc. Pas pour toutes les cultures, les vendredis étaient au même moment. Pas toutes les cultures sont découpées les temps pareillement, vous savez, c'est-à-dire c'est très 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 récent qu'une heure dure 60 minutes. C'est très 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 récent qu'un kilo pèse 1 kilo. C'est très 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 récent que les distances, les kilomètres, vous voyez, c'est-à-dire jusqu'à il y a un siècle, à Marseille, il était midi, quand à Paris, il était 14h, vous voyez. Donc, il n'y avait pas l'unité des temps, des horaires, des poids, des mesures. Ça date d'il y a un siècle seulement. Ça n'est fait qu'un siècle qu'un kilo est un kilo, qu'une heure est une heure, et qu'on a unifié les temps et les mesures, parce qu'effectivement, donc, quelque part pouvait être vendredi et quelque part pouvait être samedi ou lundi. Donc, nous vivons dans cette idée de que, effectivement, même pour les petits poissons rouges, c'est pour ça que c'est important d'un point de vue épistémologique cette histoire, que même pour les poissons rouges, le vendredi existe. Or, le vendredi n'existe ni pour les poissons rouges, ni pour les humains. Ça n'existe pas. Il n'y a rien dans les continuums du temps qui soit un vendredi. Donc, c'est l'effort du vivant pour discrétiser le contenu, discrétiser, c'est-à-dire prendre des unités discrètes. Non, c'est compréhensible.